Je me souviens, et j'ai été frappé par ça, j'ai planté avec des jeunes que j'ai revus 15 ans après, et qui m'ont dit, on avait fait des plantations ensemble, et ces plantations-là, je suis retourné les voir quand j'ai eu mes enfants, pour les montrer à mes enfants. Là, on a tout compris et tout gagné quand c'est comme ça. C'est qu'on rentre l'arbre au cœur de la société comme un élément commun, du bien commun, qu'on s'approprie, non pas pratiquement, non pas pécuniairement, mais qu'on s'approprie dans le cœur et qu'on va défendre. Et on va s'attacher à ces arbres-là, comme on s'attache à son territoire. Et là, je pense qu'on a réussi quelque chose quand on fait ça à Mission Bocage. On peut avoir aussi le lierre. Comme lui, en fait, c'est à côté, oui. Voilà, l'autre d'à côté, par exemple. Notre chêne, il a fait son développement et finalement, le lierre, il adore les terreaux, les humus. Et le chêne, il fait que d'en produire des terreaux et des humus. Et comme je vous ai dit, le fait qu'il n'y ait pas de lumière, ce H0, là, cet horizon très très unifère, il se dégrade très très lentement. Donc c'est très favorable au lierre. C'est parfait pour le lierre. C'est le seul à accepter l'ombre, le lierre. Donc on a tout fait pour que le lierre se développe. Donc c'est pas étonnant de voir le lierre grandir dans le chêne. Si le lierre grandit dans le chêne, c'est pas que le chêne est malade, c'est pas que le chêne va mourir. Il y a des fois j'entends des gens qui me disent ah, mon arbre il est envahi par le lierre. Il fait crever voilà. Ça c'était ça les anciens. Mon grand-père. Il fait crever ou c'est qu'il est malade ou c'est qu'il n'est pas bon. Non, c'est qu'il a fait son développement et c'est que maintenant on a des conditions qui favorisent énormément le lierre, quoi. Donc voilà. Et finalement ce tétard, oui, il est gagné par le lierre. Rapidement, quand je dis rapidement, il faudra le ramener en tétard. Voilà. Mais là, il n'y a aucune nécessité de couper le lierre avant. Et il sent La quand c'est ramené en tétard. comme ça, Oui, mais le lierre, oui. Le lierre autour, il faut le laisser ou faut tout. Faut remettre en lumière les endroits où on veut des repousses. Oui, mais le lierre, lui, faut remettre en lumière les endroits du chêne, pardon. D'accord. C'est-à-dire que là, il faut un peu arracher les brins de lierre, mais c'est pas la peine d'aller tout le foutre en l'air, quoi. Hein, c'est pas très gênant. Hein. Il reviendra. Hein. Il reviendra le lierre. Et celui-là, avant de revenir à la trogne, il faudra encore peut-être une coupe successive. Il en faut deux, je pense. Ouais. On pense à la terre. On pense à la terre. Comment vous prenez soin de la terre, Mission Bocage? La terre, c'est l'essentiel. La terre, c'est l'essentiel et c'est ce qu'on a beaucoup oublié en agriculture. Les agriculteurs s'intéressent à leurs plantes, à la croissance de leurs plantes. Pas à la santé de leurs plantes, à la croissance. Donc on est sans cesse en train de faire ça, d'en rajouter, de ramener ça, de faire telle technique. Uniquement pour espérer gagner de la croissance. En fait, on n'y arrive pas, parce qu'on a beau, avec toutes ces affaires-là, on ne fait pas progresser ses croissances et ses rendements. Donc, il faut, moi, à mon avis, se poser d'autres questions, qui sont celles d'abord de la santé de la plante, et pour avoir une plante saine, il faut avoir un sol sain. Donc c'est la base. Et un sol sain, un sol qui fonctionne, un sol qui a sa dynamique et sa vie, eh bien c'est un sol qui va produire, et produire plus. Et pour qu'on ait ces phénomènes-là dans le sol, l'arbre ne peut pas être oublié. Il faut absolument et impérativement qu'à un moment donné, vous ayez de l'arbre. Vous ne pouvez pas vous en passer trop longtemps. Alors on y a joué, on a arraché quelques temps, on a réussi à produire, mais là ça y est, ça s'effondre. Voilà, bon, eh ben il va falloir en remettre. C'est pas grave. Et l'arbre fait partie de ce qui va donner la capacité de production, de la fertilité et même de la production de la terre sur les parcelles. Les parcelles agricoles, actuellement, perdent des tonnes de terre chaque année, par l'érosion notamment. Alors qu'on pourrait avoir un mécanisme naturel de production supplémentaire de terre, la pédogénèse. Et pour ça, il faut un certain nombre de relations entre la dégradation du sol, de la roche-mère,
et de l'altération de la matière organique et du transfert de matière organique, de la rencontre de tout ça. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on produit de la terre. Cette matière organique complexe, pour qu'elle puisse être transportée, etc., il va falloir de la lignine et des animaux vivants dans ce sol, des détritivores notamment, des champignons au départ, puis après des invertébrés qui vont fragmenter les particules, puis après des vers de terre, etc. Donc ça, c'est toute la vie du sol. Et on voit bien que la vie du sol, c'est ce qui va nous nourrir. Donc on ne peut pas imaginer de réfléchir à des arbres dans des espaces agricoles sans penser sol, sans penser terre, sans penser production. On essaye de partager autant que se peut, on essaye de faire connaître, mais il faut reconnaître qu'on a encore des efforts à faire et qu'on peut être meilleur là-dessus. On fait beaucoup d'actions, d'animations. Les gens souvent nous disent « Oh, j'avais pas idée de tout ce qui se faisait. J'imaginais pas tout ce qui se faisait, etc. » Donc on a certainement à améliorer, à perfectionner, à renforcer ces aspects-là pour d'une part toucher plus de personnes, et puis peut-être aussi apprendre des nouvelles technologies, des nouvelles façons de communiquer pour ne pas avoir à refaire 10 fois les mêmes choses non plus. Quand tu veux. Bon. Ben, dans de nombreux bocages, il existe des fruitiers qu'on a d'héritage, des très vieux fruitiers qui ont des fois plus de 100 ans, dans plein de variétés, les châtaigniers notamment, comme on a là, mais aussi pommiers, poiriers, etc. Et ces arbres-là, ben, il faut en prendre soin pour qu'ils continuent à durer. Souvent, c'est des arbres qui ont été sélectionnés par les paysans d'autrefois, et ces paysans, eh bien, ils les avaient repérés quand ils allaient au champ, et ils avaient greffé dessus des variétés fruitières du territoire. Donc il faut savoir que par exemple en 1860, André Leroy, qui était pomologue, avait recensé plus de 1000 variétés de pommes et 1000 variétés de poires en France. C'est pour vous dire la diversité qui existait, chaque pays avait une grande quantité. Ces variétés, elles étaient gagnées, ce qu'on appelait gagnées, c'est-à-dire créées par multiplication locale, par sélection locale, et ça donnait à chaque fois des fruits différents. Donc on a l'héritage de tout ce patrimoine qu'il faut gérer, et chez les châtaigniers on a un souci actuellement, c'est que ces vieux châtaigniers qui ont été greffés sont souvent laissés à l'abandon, comme c'était le cas pour celui-là, et on peut commencer à s'apercevoir que la partie greffée, la partie fruitière est en train de dessécher, de mourir,
par le fait que le porte-greffe, c'est-à-dire le châtaignier sauvage sur lequel on a greffé la variété, eh bien, lui a rejeté du pied et a fait ce qu'on appelle les gourmands, des réitérations puissantes qui ont pompé toute l'énergie et qui ont fatigué la partie haute. Donc il est indispensable, évidemment, comme premier acte, de couper, comme on vient de le faire, les gourmands qu'il y a au sol, tout ce qui repart du pied en dessous le point de greffe. Ça, c'est vraiment essentiel, beaucoup plus que d'aller chercher les branches mortes. Les branches mortes, elles sont mortes, elles ne vont pas redonner de la dynamique et de la vigueur en haut. Il faut absolument arrêter que cette vigueur se limite et soit orientée principalement sur les gourmands, et maintenant la réorienter vers la partie haute, la partie fruitière. Je sais pas, j'ai bafouillé un peu, hein. Ça te va? Super. André Leroy. Ouais. Alors lui, je le connaissais pas. Ah non, mais moi j'ai ces bouquins. Hein. Je les ai lus, moi, les gars. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en permanence à l'esprit, et on a vraiment la volonté d'améliorer ça. Cette histoire de la communication, du partage du savoir, du partage de l'information, c'est essentiel. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent, qui sont de très grand intérêt, qui peuvent rendre des très grands services pour l'agriculture, pour les territoires. Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose de très pédagogique et qui touche un grand nombre. Ouais, ça c'est important. Ouais. Elle fait hier ici. Alors des dessins de trogne, il y en a des centaines, hein, de toute nature. Ça c'est du peuplier noir. Ça c'est un dessin pour une aquarelle pour montrer un aperçu de la biodiversité potentielle d'une trogne. Avec les oiseaux, chouettes chevêches, pigeons colombins, les anges bleus, enfin hautes mésanges, moineaux friqués. La clématite. Donc la liane qui se fume. Ah oui. Ouais. Voilà, c'est le charbon rouge. Étant gamin, tous les gamins par chez nous, enfin, ouais. tu prends un rameau sec de clématite, ouais. Tu le coupes entre deux sections, et puis tu as des petits pores, et donc ça se fume comme un cigare. D'accord. Bon, je suis pas sûr qu'au niveau santé, mais bon, c'est aussi rigolo. Okay, ouais. Non, ça c'est... comment ça s'appelle? La fuchsia. Avec les fleurs. Je pense qu'on est un certain nombre à pas vouloir ou à pas accepter la fatalité, à pas vouloir rester les bras croisés, les deux pieds dans le même sabot, et à dire adviendra ce qu'adviendra. On a déréglé les mécanismes de régulation climatique sur la Terre, et puis voilà, on va peut-être à notre perte. Non, on est un certain nombre à pas accepter ça. Et il y en a beaucoup dans les générations futures, dans les nouvelles générations. Prenez le pouvoir, allez-y, bougez, faites-vous entendre, faites des actions. Tracassez pas, vous ferez des conneries, on en a fait, puis on en fait encore, puis on en fera d'autres. Et c'est comme ça que les choses avancent. Et c'est comme ça que les choses avancent, donc allons-y. Le pire, c'est la fatalité, l'inertie. Enfin, je pense qu'on souffre de ça. Il y a au fond d'un certain nombre la volonté de faire quelque chose. Bon, plus ou moins forte, d'aller plus ou moins loin, mais au moins de faire quelque chose. Mais c'est cette inertie, c'est cette lourdeur. Bientôt que pour planter 30 arbres, il va nous falloir 30 documents administratifs. Mais on veut quoi? On veut des arbres ou on veut décourager les gens? Non, on a marché sur la tête sur le plan administratif, sur le plan des exigences, et on ne regarde pas les objectifs ni les résultats. On veut absolument se border, quand on soutient avec des fonds publics de la dépense publique, par rapport à des choses éligibles, mais pas à leur efficacité. Les arbres, ils sont sur le terrain, ils sont plantés. Et ben voilà, c'est parfait, ils poussent, tant mieux. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir 30 certificats, des certificats de tel arbre, de telle espèce, de tel truc? C'est notre boulot, la technique, on va pas aller planter un arbre qui va pas y venir. On n'a pas besoin d'aller justifier avec 3 documents administratifs. Si l'arbre, il n'est pas adapté,
On va sur le terrain, on va vite le voir. La sanction, elle est immédiate. S'il est suradapté, il va prendre le dessus des autres. S'il est sous-adapté, il va mourir. L'agriculteur qu'on a conseillé, ça ne va pas lui faire plaisir. Il va nous le dire, il va nous le faire savoir que ça dysfonctionne. Donc notre conseil, nous, il est forcément basé sur ce qui fonctionne, sur les mécanismes qui ont été éprouvés par la végétation locale, par la biodiversité locale. On ne va pas s'amuser à aller chercher tout et n'importe quoi. Donc voilà, partant de là, on pourrait faire beaucoup plus de développement et rassembler beaucoup plus finalement d'envie, y compris des générations futures, si on ne leur mettait pas une chape sur ces aspects-là. Je ne fais pas de parallèle, mais en ce moment, ce qui se passe avec le développement de la vaccination, c'est un bel exemple. C'est quoi la vaccination ? C'est effectivement demander à la personne si elle est en bonne santé, si elle a des sensibilités à telle chose, et si elle est favorable à être vaccinée. On n'a pas besoin de passer par tout un protocole qui va demander 15 jours pour une personne. Donc après, effectivement, on ne vaccine pas. Donc c'est pareil pour le développement. Dès lors que tout développement doit passer d'abord par un cadre administratif qui est géré d'une façon très empirique, avec le niveau européen, puis le national, puis le régional, puis le départemental et le local, eh ben vous passez ça à la moulinette et chacun sort le parapluie pour se couvrir, pour prendre aucun risque, et vous arrivez au document qui a été produit sur la vaccination où il fait 45 pages pour vacciner des personnes pour une vaccination en EHPAD, c'est quand même affolant. Et on a la même chose sur les arbres. Depuis des années. Donc voilà, il y a un moment de temps, la révolution douce, appelée nécessaire pour les arbres et l'agroécologie, elle va se faire dans les campagnes. Les agriculteurs sont prêts. Il faut simplement qu'on leur donne le cadre favorable à ça. Ça, c'est indispensable. Voilà, Maxime. C'est bien, c'est bien. Léegi sama goro takatu sey doole bossa yor ndaw si le bay coro neena ken maye tulo jabar si dara goro de weex na xat kadu dëgg moo ko tax a seede saa yu ñu bëgg takk sey bu dëgg mu tee You made a son of that. Bitakola, oh, yo. Kola, net, coffee. Samba, go to